Stérile et inutile, ajouta-t-il, levant son verre. Je n'ai pas pleuré. J'ai sorti les résultats de la clinique de fertilité. Les résultats tremblaient dans sa main, des chiffres entourés en rouge. Sa maîtresse s'est figée, la main sur son ventre. Mais son silence n'était pas de la stupeur, c'était de la peur. Elle cachait quelque chose. Je n'étais pas censé l'entendre. Sa voix était basse, destinée uniquement à son frère assis à côté de lui. Regarde-la pleurer. Pendant une seconde, j'ai cru avoir mal entendu. Mais alors j'ai vu le sourire narquois au coin de sa bouche. Le petit regard de biais qu'ils échangèrent, et j'ai su qu'ils ne faisaient pas que parler. Ils planifiaient. L'odeur du jambon rôti et des pommes de terre gratinées emplissait la pièce. Mais je n'avais le goût de rien. Les bavardages autour de la table, les enfants qui couinaient dans l'autre pièce, sa sœur qui se vantait du match de football de son fils. Tout s'est estompé dans un brouillard étouffé. Mes oreilles n'étaient accordées qu'à lui, attendant le moment où il frapperait. Ce n'était pas la première fois qu'il m'humiliait lors d'un dîner de famille. Je pouvais compter les fois où il avait fait une blague à mes dépens. Ma cuisine, mes vêtements, même mon rire. Tout le monde riait avec lui, ou pire, restait silencieux. Ce soir, cependant, c'était différent. Il n'attendait pas un moment anodin pour me rabaisser. Il était préparé, et j'ai réalisé, assise là, les mains jointes sur mes genoux, que je n'avais plus peur. J'étais en colère. La table était pleine, chaque siège occupé. Sa mère était assise à l'autre bout, s'occupant de ses bracelets en argent, prétendant être trop occupée pour remarquer l'attention. Elle faisait toujours semblant. Sa sœur, en face de moi, tapotait son rouge à lèvres avec une serviette, ses yeux passant de l'un à l'autre comme si elle attendait déjà le spectacle. Son frère se pencha vers lui, souriant, prêt pour la chute qu'il savait venir. Cela me révulsait de voir comment il se rassemblait autour de lui comme un public. Il pensait que la cruauté était du charme. Il pensait que le silence signifiait l'approbation. Et pendant des années, je les avais laissés croire cela. J'ai pris ma fourchette, coupant un morceau de jambon, bien que je ne puisse me résoudre à le porter à ma bouche. Le couteau raclait l'assiette, aiguisé et délibéré, mais ma main restait ferme. Je ne lui donnerais pas la satisfaction de trembler. Pas ce soir. Il parlait fort maintenant, sa voix remplissant la pièce. Je pouvais sentir qu'il travaillait la foule, construisant son numéro jusqu'à la cruauté qu'il avait répétée. Il se nourrissait de ces moments, de petites performances où il pouvait jouer le mari spirituel, et j'étais choisi pour le rôle de la femme terne et pathétique. J'ai regardé ses épaules se redresser, sa poitrine se gonfler comme si la salle à manger était sa scène et lui la star. Ne fait-elle pas belle figure ce soir, dit-il soudain, assez fort pour que toute la table l'entende. Son ton était enjoué, mais je savais ce qui allait arriver. C'est incroyable ce qu'une nouvelle robe peut faire. Cela vous fait presque oublier ce qu'il y a dessous. Le rire qui suivit n'était pas seulement le sien. Quelques gloussements parcoururent la table. Ma belle-sœur sourit dans son verre de vin. Son frère se pencha en arrière sur sa chaise, secouant la tête comme s'il ne croyait pas à sa propre drôlerie. J'ai forcé un sourire, une courbe polie des lèvres, du genre qui cache le feu. Laissez-les penser que j'étais petite. Laissez-les penser que je rétrécissais. Je ne le faisais pas. Il n'avait pas fini. Il ne s'arrêtait jamais à une seule chose. Il se pencha en avant, croisant le regard de sa mère. Elle a essayé d'aider avec l'ourlet une fois, tu te souviens? C'est comme du carton. J'ai presque failli me casser une dent. Encore plus de rire. Un peu plus fort cette fois. J'ai regardé mon assiette, la mâchoire serrée. J'ai appuyé si fort ma fourchette dans la viande que les dents se sont légèrement pliées. Je voulais hurler, jeter l'assiette à travers la pièce, l'insulter devant eux tous. Mais je ne l'ai pas fait. Pas encore. Au lieu de cela, j'ai levé mon verre, sirotant lentement, laissant le vin brûler ma gorge. J'ai gardé mon silence tranchant, délibéré, et en reposant le verre, j'ai croisé son regard. Il me regardait attentivement, attendant l'effondrement, les larmes, la crise. Mais je ne me suis pas effondré. Si quelque chose, le murmure que j'avais entendu me calmait. Il me rappelait son arrogance, qu'il pensait pouvoir orchestrer ma douleur comme une pièce de théâtre. Il ne réalisait pas que le scénario avait déjà changé. Sa sœur s'éclaircit la gorge, désespérée de changer l'ambiance. Alors, dit-elle vivement. Est-ce que quelqu'un a vu la parade de Pâques ce matin?
La table s'est mise à bavarder à nouveau, les voix s'élevant alors qu'ils échangeaient des histoires sur le trafic et la foule, sur les meilleurs chars. Cela aurait dû me sembler un soulagement, mais pour moi, ce n'était que l'entracte avant le dernier acte. J'ai jeté un coup d'œil autour de la pièce, absorbant tout. Les enfants étaient revenus, grimpant sur les genoux de leurs parents avec du chocolat encore maculé sur leurs joues. Mon beau-père, silencieux comme toujours, se concentrait à couper sa nourriture en petits morceaux parfaits. Le cliquetis des couverts, le mouvement des chaises, le faible son d'un jeu télévisé à l'arrière-plan, tout m'entourait, ordinaire et presque agréable. Mais sous la surface, la tempête grondait. Comme je le connaissais, il ne se contenterait pas de petites piques ce soir. Il avait promis un spectacle à son frère, et il était sur le point de le livrer. J'ai ajusté ma serviette sur mes genoux, pliant les bords soigneusement, lentement. Mes mains étaient stables, bien que mon pouce accélère. J'ai pensé à l'enveloppe dans mon sac à main, posée à quelques mètres sur le buffet où je l'avais laissée plus tôt. Sa présence me donnait de la force. Son poids me rappelait que ce n'était pas moi qui allais être détruite ce soir. Il s'éclaircit la gorge à nouveau, plus fort cette fois. Les bavardages s'arrêtèrent presque instantanément. Il se leva de sa chaise, le verre de vin levé haut, et sourit à la pièce. Le voici. Le silence s'étira, attendant. Ses yeux balayèrent les visages autour de la table, s'arrêtant juste assez longtemps sur le mien pour s'assurer que je savais. C'était le moment. Ses lèvres se retroussèrent, narquois et sûr de lui. À la famille, dit-il, la voix forte et claire. Pause. Puis la torsion de sa bouche en quelque chose de plus tranchant. Et à ma femme, laissa-t-il le silence s'attarder, prolongeant le suspense. Qui, malgré ses nombreux efforts, ne m'a donné aucun enfant. Stérile et sans valeur. Les mots tombèrent comme une gifle. La pièce se figea. La fourchette arrêtée en plein vol. Les verres flottants à mi-chemin levés. Pendant une fraction de seconde, personne ne respira. Puis vint le rire. Pas tout d'un coup. Pas la joie entière qu'il attendait, mais assez. Son frère gloussa, secouant la tête. Sa sœur laissa échapper un rire nerveux, couvrant sa bouche. La mère eut un sourire aux lèvres, prise entre la désapprobation et l'indulgence. Moi? Je suis resté parfaitement immobile. À l'intérieur, ma colère brûlait, constante et chaude. Mais à l'extérieur, j'étais impassible. Pas de larmes, pas d'effondrement, pas de reddition, car la tempête qu'il pensait avoir déclenchée n'était plus la mienne. C'était la sienne. Et avant que la nuit ne se termine, il s'en rendrait compte. Le rire s'estompa encore lorsque le silence s'installa. Ce n'était pas un silence net, pas celui qui survient quand une blague tombe à plat. Celui-ci traînait lourd et inconfortable comme un rideau qui refusait de se lever. Les fourchettes flottaient en l'air. Un couteau heurta maladroitement la porcelaine, et quelqu'un s'éclaircit la gorge juste pour combler le vide. Tous les regards se portaient entre lui, debout si grand avec son verre levé, et moi, toujours assise, toujours silencieuse. Je pouvais sentir le poids de leur attente. Ils attendaient les larmes, attendaient l'effondrement, attendaient la scène qu'il avait promise. Mais au lieu de cela, j'ai attrapé mon sac à main. La lanière en cuir était fraîche sous mes doigts, et le simple fait de la rapprocher attira quelques regards curieux. Je ne me suis pas pressé. Je l'ai posé sur mes genoux, détaché le fermoir et sorti l'enveloppe blanche. Simple, ordinaire. Pourtant, à ce moment-là, elle me semblait la chose la plus bruyante de la pièce. Je l'ai posée sur la table devant moi. Le geste seul suffit à changer l'atmosphère. Les conversations moururent instantanément. Les enfants dans la pièce voisine semblèrent s'étouffer, leurs rires avalés par le silence chargé de notre table. Il plissa les yeux. Qu'est-ce que c'est? Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai poussé l'enveloppe vers l'avant, lentement et régulièrement, la laissant glisser sur le bois poli jusqu'à ce qu'elle s'arrête devant son assiette. La pièce retint son souffle. Il gloussa, bas et mal à l'aise, comme s'il pouvait rire de cette situation. Encore une de tes petites notes, dit-il. Son frère renifla à côté de lui, se penchant déjà pour voir. J'ai gardé mon regard fixé sur lui, mon visage calme. Mon silence était délibéré, tranchant. Ce n'était plus de la soumission. C'était un défi. Son sourire vacilla alors qu'il prenait l'enveloppe. Il déchira le seau trop rapidement, le rabat se déchirant avec fracas. Une seule feuille glissa, et pour la première fois de la soirée,
ses mains n'étaient pas stables. J'ai regardé ses yeux parcourir la page. L'arrogance s'effaça de son visage en temps réel. Le sourire confiant s'effondra en confusion, puis en incrédulité, et finalement en quelque chose de pâle et de creux. Ses doigts tremblaient si violemment que le papier bruissait. « Qu'est-ce que c'est » Sa voix se brisa, trop douce pour un homme qui avait toujours été si bruyant. Le silence autour de nous éclata en halètement. Une cousine se pencha en avant, plissant les yeux pour voir. Sa sœur se couvrit la bouche avec la main. Sa mère fronça les sourcils, ses bracelets tintants alors que sa main tremblait nerveusement sur la table. Son frère attrapa le papier, mais il le retira instinctivement comme pour le protéger. Ses jointures blanchirent. J'ai parlé pour la première fois depuis son toast, ma voix égale, stable, coupant à travers les murmures. Lis-le. Il secoua la tête. Non, mais les dégâts étaient déjà faits. Son refus ne fit que confirmer la vérité. Et à ce moment-là, ce n'était pas moi qui étais sous le microscope. C'était lui. Finalement, le papier glissa de ses mains tremblantes et tomba face visible sur la table. Les mots étaient clairs, cliniques, indéniables. 0 spermatozoïde. Le nombre cerclé de rouge. Finale absolue. La réaction fut immédiate. Quoi, haleta sa sœur, la voix tendue d'incrédulité. Oh mon Dieu, marmonna une tante, se signant comme si elle avait été témoin de quelque chose de profane. Sa mère regarda le papier comme s'il allait changer si elle clignait des yeux plus forts. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Les murmures se répandirent le long de la table comme un incendie, plus vite que je n'avais jamais entendu leur commérage auparavant. « As-tu vu » Il est dit, impossible. Et il était là assis, l'homme qui s'était tenu si droit quelques minutes plus tôt, se recroquevillant maintenant sous le poids de la vérité. Son visage était devenu cireux et sa mâchoire relâchée. Il semblait plus petit, ses larges épaules s'affaissant vers l'intérieur. Je me suis appuyé sur ma chaise, les mains soigneusement jointes sur mes genoux. Pendant des années, j'avais porté la honte de l'infertilité comme une lettre écarlate. J'avais laissé ces mots, ces accusations et la pitié de sa famille me graver. Et maintenant, avec une feuille de papier, ce n'était plus à moi de la porter. La honte était la sienne. Il essaya de parler, mais ses mots bégayèrent. Ceci. C'est une erreur. Faux. C'est docteur, il ne. Sa voix s'éteignit, plus faible à chaque déni. Personne ne le croyait. Son frère, celui à qui il avait murmuré, se pencha. Tu plaisantes, n'est-ce pas? C'est faux. Mais l'incertitude dans son ton le trahissait. Je n'ai pas pris la peine de le défendre. Je n'en avais pas besoin. La vérité avait parlé assez fort. Le pouvoir a basculé à cet instant. Je pouvais le sentir. Pour une fois, je n'étais pas la femme au bout de la table, celle qu'ils ignoraient ou se moquaient. J'étais celle qui avait fait s'effondrer le sol sous ses pieds. Et en moi, quelque chose s'est libéré. Des années de doute, des années d'auto-accusation, des nuits à me demander pourquoi je n'étais pas assez. Elles se sont dissoutes pièce par pièce. À chaque seconde où il était assis là, pâle et muet, j'ai croisé le regard de sa mère. Son visage s'était crispé, sa bouche pincée, mais ses yeux passaient de moi à son fils avec quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. De l'incertitude. Pendant des années, elle l'avait choisi, protégé, excusé. Mais maintenant, elle me regardait comme si elle ne savait plus qui détenait le pouvoir. J'ai eu envie de rire de l'ironie. L'homme qui se moquait de moi parce que j'étais stérile n'avait jamais pu avoir d'enfant. Celui qui me traitait de sans valeur s'effondrait sous sa propre insignifiance. Mais je n'ai pas ri. Je n'ai pas triomphé. Je suis resté assise en silence, stable, laissant la vérité s'installer sur la table comme de la cendre après un incendie. Son verre de vin était toujours levé, oublié, tremblant dans sa main. Lentement, il l'abaissa sur la table, le pied cliquetant contre le bois. Il me regarda, les yeux écarquillés, cherchant comme si je pouvais le sauver de ce moment. Je ne l'ai pas fait, car pour la première fois, ce n'était pas moi qui me noyais. Son verre tremblait encore contre la table lorsque je l'ai remarqué. Elle était assise en face de moi, 3 chaises plus loin, dans une robe pâle qui lui serrait trop la taille. Sa fourchette était intacte, son verre de vin toujours plein. Contrairement au reste de la table, elle ne murmurait ni ne haletait. Elle regardait le papier devant lui, la main figée à mi-chemin de son ventre. Au début,
J'ai pensé que c'était de la sympathie. Un moment d'hésitation, peut-être même de la culpabilité. Mais alors je l'ai saisi. Pas de choc, pas de sympathie, de la peur. Ses doigts s'enfonçaient dans le tissu de sa robe. Le geste était si petit que la plupart des gens ne le remarqueraient pas, mais je l'ai fait. J'avais vécu des années à lire le langage du silence. Je connaissais la façon dont les secrets faisaient réagir les gens. Il releva enfin la tête du papier. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, son visage perdit toute couleur. « Ce n'est pas vrai, murmura-t-il, secouant la tête. Ce ne peut pas être vrai. Mais elle laissa échapper un son, pas tout à fait un rire, pas tout à fait un soupir, quelque chose de cassant comme du verre se brisant sous la pression. Les coins de ses lèvres se retroussèrent en un sourire amer. Tu pensais vraiment que c'était le tien? La pièce se tourna vers elle comme un élastique. Les conversations s'arrêtèrent. Les fourchettes cliquetèrent. Même les enfants, sentant le changement, se turent dans la pièce voisine. Il la regarda, la confusion se transformant en colère. De quoi parles-tu? Sa voix tremblait d'abord, mais elle portait de la netteté à chaque mot. Je le sais depuis des mois. Tu ne peux pas avoir d'enfant. Tu n'en as jamais pu. Ce papier n'a pas tort. Les halètements firent le tour de la table comme une vague. Sa sœur se pressa une serviette sur la bouche. Son frère marmonna quelque chose à voix basse. Sa mère serra ses perles, ses bracelets teintants. Je restai immobile à regarder. Il repoussa sa chaise, les mains agrippant le bord de la table si fort que les veines de ses bras ressortirent. Espèce de menteuse. Mais elle l'interrompit, sa voix s'élevant au-dessus de la sienne. N'ose pas m'appeler ainsi. N'ose pas prétendre que tu ne savais pas. Tu n'as jamais eu d'autre souci que les apparences. Ensuite, je suis resté seulement parce que tu étais utile. Un nom, une couverture. C'est tout ce que tu étais. Ces mots tombèrent comme des pierres, chacun plus lourd que le précédent. Son visage se tordit. Couverture pourquoi? Sa main revint sur son ventre, cette fois délibérée, presque taquine. Cet enfant, dit-elle, la voix aiguë et claire, n'est pas le tien. Il ne pourrait jamais l'être. Je n'avais pas besoin de toi pour ça. J'avais besoin de ta réputation. J'avais besoin d'un homme prêt à me promener pour que personne ne pose de questions. Le silence qui suivit fut insupportable. On pouvait entendre l'horloge tic-taquer dans le couloir. On pouvait entendre la fourchette de quelqu'un racler faiblement une assiette. Puis les murmures recommencèrent, plus forts cette fois. As-tu entendu? Elle a dit, ce n'est pas le sien. Oh mon Dieu! Son frère se pencha, le visage rouge. Tu veux dire? Oui, claqua-t-elle, les yeux lancés vers lui. Je dis exactement ce que tu penses. L'humiliation n'était plus mienne à supporter. Elle s'étendit sur son visage comme un feu. Son arrogance se réduisit en cendres devant la famille même qu'il voulait impressionner. Je me suis appuyé en arrière, observant le tout se dérouler. Pour une fois, je ne me sentais pas petite à cette table. Je me sentais stable. Il se jeta sur son poignet, mais elle recula vivement, manquant de renverser sa chaise. Ne me touche pas, siffla-t-elle. Tu ne peux pas réparer ça avec une de tes petites blagues. Pas cette fois. Sa mère parla enfin, la voix tremblante. Est-ce vrai? Dis-moi que ce n'est pas vrai. La maîtresse tourna son regard sur elle, froid et imperturbable. C'est vrai. Des halètements remplirent de nouveau la pièce. Sa sœur marmonna quelque chose sur le besoin d'air et recula de la table. Son frère le regarda comme s'il ne le reconnaissait plus. Et lui? Il s'effondra. Sa poitrine se soulevait, ses lèvres bougeaient, mais aucun mot ne sortait. Pour la première fois depuis que je le connaissais, il était sans voix. Non pas parce qu'il l'avait choisi, mais parce que le sol lui avait été arraché. Je l'étudiais attentivement, presque cliniquement. C'était l'homme qui avait bâti sa fierté sur le fait de me rabaisser. L'homme qui m'avait dit un jour dans cette même pièce qu'une femme qui ne pouvait pas lui donner d'enfant n'était pas une femme du tout. Et maintenant, il était là, sans enfant, sans foi, exposé, trahi, non seulement par la vérité, mais par la femme même qu'il avait élevée au-dessus de moi. La maîtresse se rassit, bras croisés, son ventre une silencieuse déclaration de sa défiance. Son sourire n'avait aucune chaleur, seulement de l'amertume. Tu voulais la faire pleurer,
dit-elle, inclinant le menton vers moi. On dirait que c'est toi qui devrais pleurer. Le rire qui suivit n'était pas fort. Il était aigu, sans humour, mais suffisant pour le trancher comme une lame. Autour de la table, les parents s'agitaient mal à l'aise. Certains évitaient son regard. D'autres se penchaient l'un vers l'autre, chuchotant furieusement. L'équilibre de la soirée avait complètement basculé. Je n'étais plus le spectacle. C'était lui, et je restais assise là, calme, stable, le regardant se défaire entre nous, trahi une fois par la vérité de ce papier, et une autre fois par la confession de la femme qui aurait dû être son triomphe. L'homme qui voulait mettre en scène ma chute était devenu le plus grand fou de la soirée. La pièce bourdonnait encore de murmures, mais je les entendais à peine. Je suis restée assise là, les mains soigneusement jointes sur mes genoux, fixant l'homme en face de moi, ses épaules voûtées, ses lèvres pâles, sa fierté s'effondrant pièce par pièce. Autour de lui, la famille s'agitait, leurs yeux passant de lui, à moi, et à la maîtresse qui venait de le dépecer devant tout le monde. Mais pendant qu'il chuchotait, mon esprit s'est égaré. Pas à cette table, pas à cette nuit, aux années qui avaient construit ce moment, chaque rendez-vous, chaque analyse de sang, chaque retour silencieux du médecin où il serrait le volant avec les jointures blanches et refusait de me regarder. Les mots qui ne venaient jamais de lui dans ces moments, mais qui planaient dans le silence. Ta faute. Toujours ta faute. Je me suis souvenu de m'asseoir dans des salles d'examen froides, la blouse en papier froissant ma peau, écoutant les médecins utiliser des mots comme faible probabilité et complications. Leurs yeux se tournaient toujours vers moi, jamais vers lui. Il encourageait cela, se penchant en avant sur sa chaise, posant des questions qui pointaient toutes dans la même direction. Alors, c'est elle le problème. Et je suis restée assise, hochant la tête en silence, laissant le poids retomber sur moi. La nuit, quand les lumières étaient éteintes, ces mots étaient plus tranchants. Moins d'une femme. À quoi sers-tu? À quoi sert une femme qui ne peut pas me donner d'enfants? Parfois, il les disait directement. Parfois, il les laissait simplement planer dans l'air, assez lourds pour que je les entende même quand il ne parlait pas. Et lentement, j'ai commencé à le croire. Je me suis blâmé pour chaque mois vide, chaque test qui revenait vierge. Je me suis blâmé quand sa mère soupirait et me tapotait la main par-dessus la même table de dîner, murmurant « Peut-être que tu devrais simplement l'accepter ». Je me suis blâmé quand son frère riait trop fort à ses blagues sur ma cuisine ou mes vêtements, ajoutant « Eh bien, au moins, il ne peut pas se plaindre des enfants qui pleurent la nuit ». Ce n'était jamais seulement lui. C'étaient eux tous. Sa famille alimentait sa cruauté. Il l'entourait de sourires narquois, de commentaires à demi-mot, de la façon dont leur rire venait toujours à mes dépens. Moi, j'avalais tout. Chaque pique, chaque regard moqueur, je l'avalais jusqu'à ce que cela devienne une partie de moi. Jusqu'à ce que j'entre dans chaque pièce déjà préparée pour le coup. Je me suis souvenu d'une nuit en particulier. J'avais passé la journée à un autre rendez-vous médical, j'avais été piqué et retourné, et on m'avait dit une fois de plus que parfois, ces choses ne fonctionnent tout simplement pas. Je suis rentré épuisé, portant un dossier de résultats que je ne voulais même pas lire. Il m'attendait dans la cuisine, une bière à la main, les yeux froids. « Eh bien » demanda-t-il. J'ai secoué la tête. Il n'en fallait pas plus. Il a ri. Pas un rire complet, un rire aigu et amer. Inutile, marmonna-t-il, en me bousculant. Je suis restée là pendant longtemps, regardant les carreaux du sol, me sentant plus petite que je ne m'étais jamais sentie de ma vie. Ce mot me collait comme du goudron. Inutile. Même maintenant, assise à cette table, je pouvais encore le sentir pressé contre ma peau. Mais ce soir, avec la vérité étalée en noir sur blanc, j'ai réalisé quelque chose que je ne m'étais jamais autorisé à voir auparavant. Toutes ces années, la honte, le silence, la culpabilité, elles n'étaient pas à moi de porter. Elles ne l'ont jamais été. Le vrai poids appartenait à lui. J'ai regardé autour de la table les visages qui m'avaient fait rétrécir autrefois. Sa mère, les yeux fuyant nerveusement comme si elle ne savait pas qui défendre maintenant. Son frère regardant son assiette, son sourire narquois précédent disparu. Sa sœur tordant sa serviette, coincée quelque part entre la pitié et le dégoût. Et j'ai pensé, où était-il quand j'avais besoin d'eux? Où était-il quand ces mots me rabaissaient année après année? Ils avaient regardé. Ils avaient ri. Ils avaient participé. Mais maintenant leur silence me disait tout. L'histoire avait basculé.
Et soudain, il ne savait pas comment la tenir. Je me suis redressé sur ma chaise, ressentant une force dans mon dos que je n'avais pas ressentie depuis des années. La vérité était douloureuse, oui, mais elle était aussi libératrice. Je n'étais pas brisé. Je n'étais pas stérile. Je n'étais pas moindre. J'avais vécu sous des mensonges. Des mensonges qu'il avait construits pierre par pierre pour protéger sa propre fierté. Et j'avais porté ces mensonges comme des chaînes. Mais ce soir, les chaînes se sont brisées. Ils s'effondraient devant eux tous. Et pour une fois, je n'ai pas eu de pitié. Je n'ai pas ressenti de culpabilité. J'ai ressenti quelque chose d'entièrement différent. La libération. La maîtresse s'est agitée sur sa chaise, ses mains toujours posées sur son estomac, ses lèvres pincées en une fine ligne. Elle ne le regardait plus. Elle ne me regardait même plus. Elle fixait la table comme si elle réalisait le rôle qu'elle avait joué dans la construction de cette pièce tordue. Je n'avais plus besoin de dire quoi que ce soit. Mon silence portait plus de poids que n'importe quel mot ne pourrait jamais le faire. Et à l'intérieur, je me suis murmuré la vérité que j'avais attendue si longtemps pour croire. Je n'étais pas l'échec ici. Je ne l'ai jamais été. L'échec était assis en face de moi, pâle et tremblant, dénudé par les vérités même qu'il avait si durement essayé d'enterrer. Et à ce moment-là, je me suis senti libre. Il était affalé sur sa chaise, le visage aussi pâle que la nappe sous ses mains. La maîtresse s'est penchée en arrière, une main sur son ventre, une légère courbe de satisfaction tirant sur ses lèvres, comme si elle venait de gagner un prix tordu. Autour de nous, la famille ne savait pas où regarder. Les regards fuyaient partout sauf vers lui, comme si son humiliation était contagieuse. Pendant des années, j'avais été l'ombre à cette table, celle dont ils se moquaient, celle qu'ils opposaient. Mais maintenant, tous les regards glissaient au-delà de lui et se posaient sur moi. C'était comme s'il me voyait pour la première fois. Pas comme sa femme, pas comme leur bouc émissaire, mais comme quelqu'un qui détenait la vérité et ne flanchait pas quand elle coupait. Je me suis penché légèrement en avant, juste assez pour que ma voix l'atteigne sans avoir à me lever. Mes mots venaient d'une voix égale, douce, chaque mot délibéré. Je ne porte peut-être pas la vie, dis-je, les yeux fixés sur les siens, mais au moins je ne construis pas la mienne sur des mensonges. Les mots n'avaient pas besoin de volume. Ils portaient leur propre poids, se déposant sur la table comme une pierre jetée dans une eau calme. Des ondulations se répandirent sur chaque visage. Sa sœur haleta doucement. La main de sa mère se serra sur sa serviette. Son frère s'éclaircit la gorge mais ne dit rien. Et lui? Il ne bougea pas. Il ne parla pas. Il me regardait simplement, les yeux écarquillés, comme s'il ne reconnaissait plus la femme en face de lui. Le silence qui suivit fut assourdissant. Personne ne rit cette fois. Pas de rire nerveux, pas de sourire moqueur, juste le silence, le genre qui expose les pensées véritables de chacun. Leurs yeux évitaient les siens, glissant sur son expression vide, mais ils n'évitaient pas les miens. Ils me rencontraient directement, incertain, méfiant, mais avec quelque chose d'autre aussi. Du respect. Pour une fois, je n'étais pas la faible à cette table. J'ai lissé ma robe, pressant le tissu sur mes genoux. Ma chaise a raclé doucement contre le parquet alors que je reculais. Le son était impossiblement fort dans la pièce silencieuse. Tous les regards me suivirent alors que je me levais, mes mouvements lents et précis. Je ne me pressais pas. Je ne fuyais pas. Ce n'était pas la marche d'une personne vaincue. C'était la marche d'une personne libre. J'ai glissé ma serviette sur la table, la pliant soigneusement avant de la poser à côté de mon assiette. J'ai ajusté mes épaules, redressé ma colonne vertébrale, et senti quelque chose s'installer en moi. La dignité que je pensais avoir perdue il y a des années. Sa mère se leva à moitié de sa chaise, ses bracelets tintant nerveusement. « Où vas-tu » demanda-t-elle, la voix tendue. J'ai rencontré ses yeux. À la maison, ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Elle se réinstalla sur son siège, abasourdie et muette. Je me suis retourné pour partir, mais avant de quitter la table, je me suis arrêté. J'ai regardé une dernière fois l'homme qui avait passé des années à me détruire, l'homme qui pensait que l'humiliation était le pouvoir. Il était voûté, tremblant, son visage autrefois fier froissé en quelque chose d'irréconnaissable. Et j'ai pensé, c'est ce qu'il voulait pour moi. C'est ce qu'il avait prévu quand il a murmuré à son frère, « Regarde-la pleurer ». Mais ce n'était pas moi qui pleurais ce soir. C'était lui qui se noyait dans les ruines qu'il avait construites de ses propres mains.
J'ai laissé échapper un léger souffle. Pas tout à fait un soupir, pas tout à fait un rire, quelque chose entre les deux. Puis je me suis retourné, mes talons claquant contre le sol alors que je traversais la salle à manger. Chaque pas donnait l'impression de me débarrasser d'un poids que j'avais porté trop longtemps. Derrière moi, le murmure recommença. Murmure calme et frénétique. Une chaise racla. Une fourchette tomba par terre. Mais je ne me suis pas retourné. À la porte, j'ai attrapé mon sac à main. Le même sac à main qui avait contenu l'enveloppe. Le même sac à main qui avait contenu la vérité. Son poids semblait différent maintenant. Pas lourd, pas contraignant, libérateur. En le passant sur mon épaule, j'ai aperçu la maîtresse. Elle me regardait. Ses yeux se plissèrent, sa main couvrant protectrice son estomac. Pendant un moment, je me suis demandé si elle se sentait victorieuse, ou si elle réalisait qu'en m'exposant, elle s'était enchaînée à la même disgrâce. Mais je ne m'attardai pas sur elle. Elle n'était pas ma préoccupation. Je suis entré dans le couloir, le son de l'horloge grand-père marquant chaque seconde alors que je passais. La maison semblait différente maintenant, comme si elle ne m'appartenait plus ni à lui, juste des murs résonnant d'une vérité trop lourde à contenir. À la porte, je me suis arrêté. Ma main reposait sur le bouton, et je me suis laissé ressentir pleinement ce moment. Pendant des années, j'avais fantasmé sur la vengeance. Crier, casser des assiettes, lui jeter tous les mots cruels en retour. Mais debout là, j'ai réalisé que je n'avais besoin de rien de tout cela. La vérité avait fait le travail pour moi. La vengeance ne devait pas être bruyante. Elle ne devait pas être chaotique. Parfois, elle était plus silencieuse, plus tranchante, un silence qui parlait plus fort que n'importe quel cri. J'ai ouvert la porte, l'air nocturne s'engouffrant, frais et pur sur mon visage. Je suis sorti, les sons du dîner s'estompant derrière moi, avalés par le claquement de la porte qui se fermait fermement derrière mon dos. Pour la première fois depuis des années, je suis parti sans me sentir petite. Et j'ai compris que la vraie vengeance ne consistait pas à le détruire par le feu. Il s'agissait de le laisser suffoquer sur les cendres de ses propres mensonges. Alors que je sortais avec ma dignité intacte, l'air nocturne me frappa comme une bénédiction. Frais, vif, et intouché par la tension qui s'accrochait encore à la salle à manger derrière moi. J'ai tiré la lanière de mon sac à main plus haut sur mon épaule et je suis resté sur le porche un instant, respirant. Les sons étouffés de la famille portaient faiblement à travers les murs, des murmures, des chaises qui raclaient, le faible grondement de sa voix luttant pour reprendre le contrôle. Mais c'était leur bruit maintenant, pas le mien. Pour la première fois depuis des années, le silence m'appartenait. Je suis descendu les marches lentement, mes talons tapant sur le bois, et j'ai ressenti une étrange légèreté à chaque pas. L'allée brillait faiblement sous le lampadaire, parsemé de pétales des arbres en fleurs qui bordaient la cour. Je me suis glissé dans ma voiture, j'ai fermé la porte, et je suis resté là avec mes mains sur le volant, fixant la route silencieuse. Aucune larme n'est venue, aucune colère ne s'est intensifiée, seulement un calme constant comme une marée qui se retire enfin. Cette nuit-là, je ne suis pas rentré directement à la maison. J'ai roulé sans but dans des routes que je n'avais pas empruntées depuis des années, à travers des quartiers que j'avais un jour pensé quitter. Fenêtres baissées, l'air de printemps s'engouffrait, portant l'odeur des lilas et de l'herbe coupée. J'ai passé le parc où les enfants avaient cherché des œufs de Pâques plus tôt dans la matinée, leur rire portant faiblement dans le souvenir, et pour une fois, cela ne m'a pas blessé. La honte n'était plus à moi de porter. Dans les jours qui suivirent, la vérité se répandit plus vite que je n'aurais jamais pu le prévoir. Bien que je ne l'eusse pas prévu du tout. Je n'avais pas besoin. Sa propre fierté a propagé l'histoire dans le monde comme un incendie. Lundi, les gens à l'épicerie chuchotaient derrière leur chariot. Mercredi, un de ses collègues m'a appelé par erreur, demandant « C'est vrai ?» Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas besoin. La vérité n'a pas besoin d'être défendue. La maîtresse était partie en moins de 2 semaines. On m'a dit qu'elle avait fait ses valises pendant la nuit, sa voiture remplie de sacs, et qu'elle était partie sans un mot. Elle n'avait plus besoin de lui. Son nom ne lui offrait plus la protection qu'elle voulait. Au lieu de cela, il lui apportait la honte. Son entreprise a commencé à s'effondrer ensuite. Les clients se retiraient discrètement, les excuses concernant des horaires conflictuels et des orientations différentes s'accumulant. Son partenaire, un homme qui avait autrefois trinqué avec lui lors de rassemblements familiaux, avait soudainement des affaires urgentes qui l'empêchaient d'assister aux réunions. La fierté avait toujours été sa monnaie,
et une fois qu'elle avait perdu sa valeur, il n'avait plus rien à échanger. L'homme qui autrefois se pavanait en ville, serrant des mains et se vantant, baissait maintenant la tête à la station-service. Les gens remarquaient. Ils le font toujours. Moi. J'ai trouvé la paix dans les plus petites choses. Les matins étaient à nouveau à moi. Je me réveillais sans appréhension, je préparais du café sans le poids de l'attente de ses critiques. J'ouvrais les fenêtres et laissais la lumière inonder la maison. Une lumière que je n'avais pas réalisé avoir maintenue tamisée pendant des années. Je me suis assise à la table de la cuisine avec des livres que je n'avais pas touchés depuis des lustres. Je griffonnais des notes dans les marges comme je le faisais autrefois quand j'étais plus jeune, avant que la vie avec lui ne me réduise au silence. J'ai recommencé à jardiner, m'agenouillant dans la terre, pressant des graines dans le sol, j'ai ressenti quelque chose de symbolique en cela, plantant la vie là où on m'avait dit que je ne pourrais jamais en créer. Voir des pousses percer le sol, fragile mais déterminé, me remplissait d'une joie tranquille à laquelle je ne m'attendais pas. J'ai renoué avec de vieux amis, ceux que j'avais repoussés après trop de mensonges que j'avais racontés pour couvrir sa colère, sa langue acérée, son dédain. Je me suis excusé quand j'en avais besoin, expliqué seulement quand je le voulais, et lentement j'ai reconstruit des ponts vers des gens qui m'avaient autrefois vu clairement. J'ai réalisé jour après jour que ma valeur n'avait jamais été liée à lui. Pas à la maternité, pas à son approbation, pas à l'approbation de sa famille. Ma valeur a toujours été mienne, peut-être enterrée, mais jamais disparue. L'ironie ne m'a pas échappé. L'homme qui se moquait de moi parce que j'étais stérile était celui qui faisait face à un avenir vraiment vide. Pas seulement sans enfant, mais sans amour. Pas seulement sans famille, mais sans respect. Sa voix, autrefois si forte à chaque dîner, à chaque rassemblement, était maintenant un murmure derrière des portes closes. Et pour moi, c'était la vengeance la plus pure. Je n'ai pas haussé la voix. Je n'ai pas jeté d'assiette ni crié d'accusation. Je n'avais pas besoin de le détruire. Il l'avait fait lui-même. Tout ce que j'avais fait, c'était laisser la vérité parler, et elle parlait plus fort que tout ce que j'aurais pu dire. Un soir, quelques semaines plus tard, je l'ai croisé en ville. Il se tenait devant le quincaillerie, les mains enfoncées dans ses poches, les épaules voûtées. Ses cheveux, autrefois soigneusement coiffés, étaient négligés. Ses vêtements lui pendaient lâchement comme s'il avait arrêté de se soucier de son apparence. Il m'a vu. Nos regards se sont croisés pendant une brève seconde. Il n'y avait ni colère en moi, ni peur, ni désir, juste de la clarté. Il a détourné le regard le premier, et j'ai continué mon chemin, la tête haute, chaque pas me portant plus loin des années que j'avais perdues et plus près de la vie que je récupérais. La guérison n'était pas instantanée. Certains matins, je me réveillais encore avec des échos de ces mots collés à moi. Mais alors je me souvenais de cette nuit, de cette table, de cette enveloppe. Je me souvenais de son regard alors que la vérité le dépouillait, et de la force qui surgissait en moi alors que je me levais, redressais ma robe, et sortais. Ce souvenir me rappelait chaque jour. Je n'étais pas celle qui était brisée. Et lentement, j'ai commencé à y croire pleinement. La vie est devenue silencieuse, mais c'était le genre de silence que j'avais souhaité. Paisible, libre. Je n'avais pas besoin de réécrire le passé. Je n'avais pas besoin de tout brûler. J'avais seulement besoin d'avancer plus légère qu'auparavant. Portant la vérité comme ma liberté plutôt que comme mon fardeau. Parce qu'en fin de compte, la vengeance n'est pas toujours bruyante. Ce n'est pas toujours le feu et la fureur. Parfois, c'est aussi simple que de laisser la vérité se tenir seule. Et c'était suffisant. Pour moi, le moment le plus puissant fut lorsque je me levai enfin et m'éloignai, non pas en larmes, mais avec dignité. C'est à ce moment-là que j'ai su que la vérité m'avait libéré. Quelle partie de mon histoire vous a le plus touché? Dites-le moi dans les commentaires.